Bonjour, bonjour Olivier, Bonjour Mina. bonjour à tous ceux qui vont regarder donc cette conversation dont je suis sûre qu'elle sera très inspirante parce que Olivier, si tu es là, c'est parce que pour moi tu es quelqu'un d'inspirant et non seulement j'ai envie de te découvrir un peu plus, même si je te connais depuis quand même quelques années maintenant, hein, mais je suis sûre aussi que tu vas être une inspiration pour beaucoup de gens qui se posent des questions sur la vie, sur qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut changer de vie. Je trouve que toi, tu as changé de vie souvent, en tout cas changé souvent de direction. Et je trouve ça extrêmement créatif. Et je voulais juste dire que moi, je te connais à travers le pardon, enfin à travers Monsieur Pardon, hein, que tu as été, et je pense que tu restes toujours dans ton cœur. Enfin, ça, tu pourras en parler. Et lors d'une grande rencontre, hein, des cercles de pardon. Et j'avoue que je ne savais pas du tout où j'arrivais quand je suis venue, non, parce que en fait, je vais dire, j'avais un petit peu peur d'arriver sur quelque chose qui amenait le pardon comme quelque chose d'un peu judéo-chrétien, en fait, parce que j'ai une vision du pardon, enfin, justement, qui est pas vraiment ça. Et alors, j'ai été tout simplement subjuguée, hein, j'avoue, par tout ce que j'ai entendu et j'ai senti qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et je trouve que, voilà, pour moi, ça a été une magnifique rencontre. Et d'ailleurs, j'ai moi-même suivi donc ta formation des cercles de pardon et j'en donne. Et souvent, d'ailleurs, je termine mes formations avec un cercle de pardon. Mais je sais que tu n'es pas uniquement, voilà, Monsieur Pardon, que tu as tellement de cordes à ton arc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te rencontrer et que tu nous racontes. Alors, comment, je dirais, comment on arrive, voilà, à être éditeur, hein, parce que tu as beaucoup ça, à écrire un livre, à le faire éditer. Ça date de où, ça? Je veux dire, tout petit déjà, est-ce que tu te posais des questions sur la vie? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler? Alors écoute, avant de répondre à ta question, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à celui qui nous a mis en relation, toi et moi, c'est-à-dire notre grand ami Pierre Pradervant, Ah ouais. quand même, parce que si, voilà, lui un jour il m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Mina et je le remercie chaleureusement de cette mise en contact parce que je pourrais en dire autant sur toi que ce que tu en as dit sur moi, c'est-à-dire je te trouve également très inspirante, donc voilà, une vraie joie de partager ce moment tous les deux. Alors pour répondre à ta question, ce qui est rigolo, c'est que quand on est jeune, moi j'ai écrit mon premier livre, j'avais 21 ans, il y a Oui. des questions qu'on se pose pas trop en fait. Je crois que c'est 20 ans après qu'un jour je me suis dit quand même, j'avais juste 21 ans quand j'ai écrit mon premier bouquin, mais sur le moment je me suis pas posé la question. J'avais des choses que j'avais envie de partager. J'avais à la fois quelques connaissances et une longue expérience pratique sur un domaine qui était pratiquement inexistant dans l'édition francophone, qui est ce qu'on appelle le rêve lucide, comment devenir lucide, c'est-à-dire conscient dans ses rêves. Et partant de là, ben, je me suis jeté à l'eau courageusement. J'ai écrit ce premier livre sans imaginer d'ailleurs sur le moment que l'écriture de ce livre-là allait mettre en branle toute une mécanique qui a déterminé une bonne partie de mon parcours derrière. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené? Enfin, parce que voilà, tu étais jeune, 21 ans, mais donc, est-ce que dans ton enfance ou ton adolescence, c'était déjà des questions, enfin, toi, est-ce que tu avais déjà des questions, un peu, j'ai envie de dire existentielles? Voilà. Oui, alors Voilà. ça c'est clair. C'est Et- clair. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique, dont j'ai claqué la porte à 16 ans parce qu'il y avait trop de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Mais je pense que on va dire ça comme ça, j'ai un peu l'âme d'un mystique. Il y a des choses qui m'ont intéressé extrêmement jeune, extrêmement tôt. Puis avec peut-être une particularité, c'est que moi, j'ai toujours eu besoin d'expériences de première main. Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la religion telle qu'on m'enseignait, c'est qu'on me demandait de croire. Voilà. Et bon, bah, croire, ça va un moment, mais on a envie de savoir, et même au-delà du savoir, on a envie de vivre, on a envie d'expérimenter les choses par soi-même. Donc c'est ça qui, très jeune, dès l'âge de 16-17 ans,
m'a obsédé, c'est comment faire pour avoir des expériences de première main de ces sujets dont on nous parle dans la religion, dans la spiritualité. Alors pour moi, ça englobait un peu tout, hein. Au début, quand on a un stage là, on n'avait pas beaucoup de discernement. Donc il y avait la parapsychologie, il y avait les potentiels du cerveau. Je m'intéressais aussi bien à la télépathie, à l'occultisme, qu'au monde des esprits, à ce qu'on appelait la médiumnité, qu'on appelle channeling aujourd'hui. Ça englobait un peu tout à la fois, tout ce qui avait un côté un peu invisible, un peu mystérieux, un peu caché. Est-ce que tu veux dire que quand tu parles de première main, est-ce que ça veut dire d'en faire l'expérience en fait? Exactement. Oui, 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 ça veut oui, dire, voilà, voilà. au lieu de me dire je crois lui ou je crois plutôt lui, ou je crois à telle religion ou je crois à telle autre, ben, moi j'ai envie que ça passe au moins par ma propre expérience directe. Et alors, ça a donné quoi alors? Ben, ça a donné, alors, en fait, au départ, ma grande obsession, c'était, alors, c'est rare que ça soit des obsessions si tôt, mais pour moi, c'était la vie après la mort. Voilà. Je viens d'une religion où on me dit on vit qu'une fois, ensuite on est mort, et puis soit on va au paradis, soit on va en enfer, soit éventuellement on passe un peu de temps entre les deux au purgatoire. Bon, ok, je sors de ça, c'est pas pour croire de la même façon à autre chose. Alors d'un côté, je vais m'intéresser à toutes sortes de croyances, bouddhisme, soufisme, hindouisme, etc. Mais d'un autre côté, j'ai soif de vécu. Et là, le problème, là, je te parle de fin des années 70, hein, début des années 80, c'est qu'on ne parle pas encore de NDE, d'expérience de mort Non, imminente et tout non. ça. Il n'y a pas le dixième ou peut-être le centième des livres et des choses qui existent sur ces sujets-là à l'époque. Mais je tombe quand même sur un livre qui parle de voyage astral. Voilà, l'idée qu'on il y a une partie de nous qui peut sortir de son corps. Puis j'en découvre plusieurs en fait. Il y a celui évidemment de l'homme sans grand pas, il y a ceux des Merois Givaudan, il y en a d'autres. Et là, je me dis, ah ouais, ça c'est un truc quand même, si on est capable de sortir de son corps, hein, puis de voyager, d'aller par-ci par-là, ben, pour soi, même si c'est pas transmissible à quelqu'un d'autre, mais pour soi, on a la preuve que quelque chose est capable de vivre indépendamment du cerveau, indépendamment de la conscience physique. Donc, ça devient mon obsession. Il faut absolument que je réussisse à sortir de mon corps. Manque de bol, il n'y a pas de mode d'emploi. Ou s'il y en a, je ne les ai pas. Donc, j'essaye toutes sortes de trucs sans beaucoup de succès, mais pas l'échec total non plus. J'aurai 2 courtes expériences de sortie de corps. Quand je dis courte, c'est de l'ordre d'une dizaine de secondes, hein, mais suffisamment forte, suffisamment marquante en même temps pour alimenter mon envie d'aller plus loin. Puis surtout, la chance d'avoir quelqu'un un jour qui me dit, mais si tu veux faire du voyage astral, si tu veux sortir de ton corps, il faut que tu pratiques le rêve lucide. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce terme-là, à l'époque, absolument personne ne sait de quoi il s'agit. Le dernier livre est paru en français sur le sujet, date de 1921, je crois. Donc, rêve lucide, ça ne veut rien dire à personne. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est alors que le rêve lucide? Alors, le rêve lucide, c'est une chose que beaucoup de gens font spontanément. C'est le moment où je suis en train de rêver, puis tout d'un coup, quelque chose se passe de complètement incongru et qui fait que je me rends compte que je suis en train de rêver. Et au lieu de me réveiller subitement, eh bien, je continue de rêver, mais je rêve consciemment. Alors, ce qui est génial, c'est que je n'ai aucun souvenir de savoir si je dors sur le ventre, sur le côté, si je suis tout seul. Il y a une partie de la mémoire du quotidien qui est un peu floue. Je n'ai conscience que de mon corps de rêve. Et à partir de là, je peux me livrer à toutes sortes d'expériences absolument incroyables dans le monde du rêve. Et tu y es arrivé du premier coup? Alors, ça demande un peu d'entraînement. Puis, une fois encore, si tu veux, la problématique, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu de choses là-dessus. On trouve des enseignements sur le rêve conscient chez les Toltecs, chez Castaneda en particulier, ce qu'il appelle rêver vrai. On en trouve chez les Tibétains. Il y a, parmi les 6 yogas de Naropa, il y a un de ces yogas qui est le yoga de l'état de rêve, qui donne quelques indications aussi. Et puis, chose étonnante, on avait ici même en France un des plus grands spécialistes au monde du rêve lucide, qui a écrit un livre qui reste génial à lire aujourd'hui, mais qui date de 1867, figure-toi, qui s'appelle Les rêves et le moyen de les diriger, du marquis Hervé de Saint-Denis. Voilà. Donc, j'avais ces pistes-là. Après est paru aux États-Unis le livre de Patricia Garfield qui donnait encore d'autres clés.
Et puis, c'est surtout la pratique qui m'a amené à découvrir une méthode 10 fois plus efficace que tout ce qu'on m'avait enseigné. Et c'est parce que j'ai découvert cette clé-là que je me suis dit, bah, je devrais écrire un livre qui à la fois donne ce qui existe déjà et puis qui apporte un élément nouveau qui est ma propre méthode pour devenir lucide dans ses rêves. Il fallait avoir rudement confiance en toi. Enfin, je sais pas, 21 ans, moi, les repères que j'ai des jeunes de 21 ans, voilà, c'est quand même, je trouve que pour une époque où c'était quand même pas tellement reconnu, on va dire, enfin, en tout cas pas vulgarisé, c'est clair, oser comme ça écrire sur un sujet qui est quand même pas un sujet que forcément tout le monde peut accueillir, moi je trouve ça quand même gonflé. C'est ça que j'aime en fait. C'est ce côté, tu vois, c'est ce côté-là. T'as pas eu peur, quoi. Tu y es allé, tu t'es dit, bah oui, tiens, ça m'intéresse, j'écris. Et ça, c'est vraiment une de tes caractéristiques, Olivier, que Ouais, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment, j'ai eu droit à tous les encouragements, entre guillemets, d'usage, c'est-à-dire que les gens qui étaient autour de moi disaient, non, mais pour qui tu te prends, t'as vu l'âge que t'as pas de diplôme, t'as pas fait d'études universitaires, t'es pas ceci, t'es pas cela. Voilà. Et puis ben, ça m'a pas empêché d'aller au bout de ce projet, et puis surtout d'avoir la chance que le premier éditeur auquel j'ai soumis ce manuscrit l'a accepté, l'a publié, et puis que ça a démarré ma carrière d'auteur. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que tu es très inspirant parce que quand on entend quelqu'un transmettre quelque chose de son vécu et qu'on voit que finalement tu es parti avec juste ton élan intérieur, bien déjà, rien que ça, même si on arrêtait déjà ici la conversation, ça serait déjà un sacré atout pour les personnes qui nous entendent. Parce que combien, justement, euh, pensent qu'ils ils n'ont pas la capacité, n'ont pas fait les études comme tu dis, mais moi, il y a quelque chose qui me vient, c'est que il me semble que la seule vraie capacité, c'est l'enthousiasme. Parce que Alors, si c'est ça, alors là, je suis plutôt gâté parce que je suis d'une nature assez enthousiaste, ben effectivement. oui, mais tu connais la racine d'enthousiasme, c'est le Oui. divin qui se met en mouvement, qu'on dit. Moi, je trouve ça magnifique. On devrait tout créer par enthousiasme, en fait. Ouais, ouais, Tu ouais. vois. Et je trouve que c'est ce que tu fais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu la suite? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme porte? Alors écoute, ce qui a été ma seconde chance derrière ça, c'est que l'éditeur auquel je soumets mon livre, il se trouve qu'il a sa propre maison d'édition, Helios, mais qu'en même temps, il vient d'être embauché par quelqu'un que tu connais certainement, ne serait-ce que deux noms, Tal Schaller. Oui, bien sûr. Bon, Tal Schaller, à l'époque, s'appelle le docteur Christian Schaller, et il est à Genève un médecin renommé qui a créé une fondation incroyable, qui fait de la pédagogie de la santé, qui a créé une maison d'édition, qui a une librairie, qui a un resto bio avant même que le bio existe. Il a au moins 10 ans d'avance sur tout ce qui se fait en Europe. Il a l'habitude d'aller souvent à l'Institut Esalen en Californie. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il en avait créé une sorte de version locale à Genève, à 500 mètres d'où habitent mes parents. Et donc, Jean-Luc de Rougemont, éditeur des éditions Helios, est devenu aussi le directeur des éditions Soleil. Helios, Soleil, il y a de la continuité dans l'air. Et ce qui fait que, en le rencontrant, je vais rencontrer aussi Tal Schaller, et que je vais travailler pendant 3 ans à cette fameuse Fondation Soleil qu'il a créée. Et pendant ces 3 ans, c'est assez génial à voir ça avec le recul ensuite de plus de 30 ans, évidemment, je vais faire pendant ces 3 ans en miniature, à petite échelle, tout ce que je vais faire pendant les 30 ans qui vont suivre à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'à la Fondation Soleil, je vais avoir l'occasion de devenir traducteur. C'est Tal qui me donne mes premières traductions. Il me fait confiance alors que je ne suis pas diplômé d'une école de traduction. C'est aussi là que, comme il invite de nombreux intervenants américains principalement à venir animer des ateliers, des formations en France, je pense à une personne dont les gens connaissent encore le nom aujourd'hui, Martin Brofman. Ben oui. Voilà, Tu sais que c'était mon premier stage. Non, ça y est. Non, alors franchement, moi, je suis pas du tout d'un milieu ouvert à tout ça à l'origine. Ouais. Et la vie m'a amené un peu à basculer dans une recherche intérieure. Et le premier stage, je connaissais même pas ce mot presque, que j'ai fait de ma vie, c'était avec Martin Brofman. Ah, ça, c'est drôle. À Trimurti, j'oublierai jamais.
Et c'était pour moi, mais je me demandais dans quel univers j'étais. Ouais. Parce que c'était tellement loin de tout ce que je connaissais. Moi, j'étais infirmière, tu vois, un milieu assez carré. Et ça a été le début de mon cheminement. Et je me souviens très bien des éditions Soleil, parce que Hmm. quasiment tout ce qui abordait ces sujets-là, ça, et puis il y avait Le Souffle d'Or. Oui, bien sûr. C'était Ouais. cette époque-là, les années 85, quelque chose comme ça, enfin, je sais plus. Et oui, je ne savais pas que c'était lui qui avait fait venir Martin Brofman. Oui, oui. Et donc, j'ai fait l'interprète pour Martin Brofman comme pour, je sais pas, une dizaine, une vingtaine d'autres intervenants, alors certains plus ou moins connus. Et là aussi, j'avais pas de diplôme d'interprète, j'avais vécu un an aux États-Unis. Je pense que j'ai un câblage cérébral d'origine qui a une certaine facilité avec les langues. Puis moi, j'adorais rentrer dans la même énergie que l'intervenant, parler comme lui, avoir la même gestuelle, être euh, le plus transparent possible entre son énergie et le public. Et j'ai passé des moments comme ça assez géniaux. Donc, traduction, interprétation, j'ai fait du secrétariat d'édition pour les éditions Soleil, j'ai fait de l'organisation d'événements dans le cadre du centre où il faisait des conférences, des ateliers, etc. Et ça a été vraiment l'occasion, moi je le remercie souvent, je l'ai encore croisé l'année dernière, Tal, on intervenait ensemble en Ardèche, c'était une joie de se revoir, mais ça a été vraiment un vivier de nombreuses personnes en sont passées par là-bas, notamment Stéphane Ruda qui a créé en Suisse le magazine Recto Verso, Ouais. j'ai rencontré là-bas, Jacques Maire des éditions Jouvence, on s'est croisés là-bas, et voilà, je pourrais citer plein d'autres gens. C'est un lieu qui a beaucoup compté dans mon parcours de vie et qui m'a permis pendant 3 ans de m'exercer à un certain nombre de choses, de faire mes premiers stages, etc. Là-bas. On pourrait dire quand même que ouais, avec eux et dans ces époques-là, ça a été vraiment le début de quelque chose de nouveau quand même en France, hein, dont on ne Ah parlait pas oui, du tout oui, avant. Hein. oui. À cette époque-là, le New Age était encore new, hein, parce que aujourd'hui le New Age a pris un peu un coup de vieux, hein. C'est vrai? Mais à l'époque, c'était un espèce de foisonnement incroyable de voir tout d'un coup toute cette littérature sortir, ces stages s'organiser. Il y avait Ah comme ouais. voilà, quelque chose qui était en ébullition là, et c'était assez fascinant. Oui, moi je me souviens j'ai un souvenir très clair, c'était le livre de Moody, La vie après la vie. Parce que Oui, bien ça a sûr. changé mais ça, c'était énorme. Comme quoi, enfin, les livres, enfin, moi, pour moi, et je crois pour d'autres personnes, puis toi aussi, on le voit derrière, Oui. les livres sont quand même un moteur incroyable, justement, d'expérience, parce que ça nourrit pas uniquement le mental, le livre, hein. C'est aussi une porte ouverte à des questionnements, à rentrer dans un univers qu'on connaît pas. Et pour moi, ça a été vraiment ça, cette époque-là. Alors, le livre de Moody, pour moi, c'était, quand tu parlais d'expérience de sortie du corps, pour moi, c'était incroyable, quoi. Il y a des gens pour qui c'était déjà quelque chose de presque normal, mais alors pour moi, je suis passée de livre en livre, j'avais la bouche ouverte, en fait, hein. Puis alors après, j'ai pas pu m'arrêter de faire mes propres expériences, hein. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux, alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que tu as traduit, enfin, t'as traduit donc les accords Toltec, en fait, tu as rencontré donc Miguel Ruiz. Enfin, est-ce que tu peux encore plus nous Bon, donner ça, c'est cet venu quand élan? même C'est nettement beaucoup plus plus tard tard. dans mon Ouais, parcours, d'accord. hein, puisque j'avais D'accord. 38 ans quand j'ai rencontré Miguel. Ouais. Euh, Moi, j'ai une passion depuis toujours pour la spiritualité, ouais, pour le monde invisible, on va dire au sens large. Et donc j'avais une obsession, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire des études et de gagner de l'argent. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une vie qui soit alignée sur ce qui m'habite. Voilà. Mm. Et et puis la deuxième chose qui m'obsédait, c'est que j'étais très frustré de l'éducation que j'avais reçue à l'école, où j'ai l'impression qu'on m'avait appris tout l'inutile, mais pas l'essentiel. Et je cherchais en quelque sorte une école de vie, en me disant où est-ce qu'on peut apprendre l'essentiel, comment manger, comment respirer, comment Mm. construire des relations, comment se lier au ciel, à la nature, etc. Et à l'époque, on ne parlait pas de loi de l'attraction, mais n'empêche que le fait de lancer une intention comme ça, puis de voir comment elle se réalise, a fait que je me suis retrouvé à vivre plus d'une dizaine d'années
dans une communauté spirituelle et qui a été une seconde étape majeure après les 3 ans passés avec Tal Schaller et à la Fondation Soleil, une seconde étape de ma construction et de mon cheminement personnel, parce que c'était l'occasion vraiment de rentrer dans une pratique spirituelle. Voilà. Moi, j'ai jamais. Bon, je viens de l'Église catholique où, en gros, le catholicisme, c'était 1 heure à la messe le dimanche. Moi, j'avais besoin d'une spiritualité qui englobe toute la vie, qui soit pas juste un truc à côté. Voilà. Et là, ça a été vraiment l'occasion de pouvoir rentrer dans une pratique, mais qui touche le professionnel, qui touche la famille, le couple, qui touche tous les aspects de la vie. Et ça a été un moment extrêmement formateur dans mon parcours personnel. Et tu peux nous en dire un peu plus sur sur ce mouvement ou bien c'est pas… Alors, la communauté qu'on était vraiment un petit groupe qui avait absolument aucune vocation prosélyte et qui avait comme axe, on va dire, l'enseignement spirituel d'un maître spirituel d'origine bulgare qui s'appelle Omram Mikhaël Ivanov. Qui a d'ailleurs vécu l'essentiel de sa vie en France, et c'est en français qu'il a transmis cet enseignement. Moi, je suis tombé dessus au terme d'une longue quête qui m'avait fait d'ailleurs passer aussi bien par la méditation transcendantale à laquelle j'ai été initié que par la rencontre avec Maharaji, le jeune maître spirituel originaire d'Inde et d'autres. Et y compris le bouddhisme tibétain auquel j'ai été initié à Toulouse, etc. Et chaque fois, je trouvais des choses qui me parlaient, qui me faisaient vibrer, mais il n'y avait pas cet élan. Voilà. Et puis le jour où je suis tombé sur les livres d'Ivanov, là, il y a eu quelque chose qui était pour moi de la même évidence que j'ai eu, mon Dieu, 20 ans plus tard avec Miguel Ruiz. C'est-à-dire quelque chose de totalement lumineux, simple, accessible. Il y a des enseignements spirituels passionnants comme Steiner, Bailey, etc. Mais il faut presque avoir Bac+5 pour les lire parce qu'intellectuellement, c'est costaud. Et puis, il y en a d'autres où c'est comme du petit lait, c'est comme de la lumière. Voilà. Et moi, cette simplicité-là, ce côté très accessible me parlait. Et donc, j'ai trouvé effectivement un petit groupe. On était très peu nombreux au début dans cette communauté de personnes qui partageaient ce même intérêt, mais sans affiliation à une structure ou à un mouvement particulier. D'accord. Donc, tu as trouvé finalement une forme de liberté à l'intérieur de ça. Parce que parfois, je me rends compte que les gens, parfois, ils ont peur quand on leur parle de cheminement spirituel, ils ont peur qu'on se laisse embarquer dans quelque chose. Et ce que j'aime à t'écouter, c'est qu'en fait, tu as été chercher ce qui te convenait et puis tu as continué de chercher. Oui. Ouais. C'est-à-dire que tu ne t'es pas laissé arrêter à des dogmes. Non, mais en même temps, moi, je suis d'une curiosité insatiable, ce qui fait que ça m'a jamais empêché d'aller m'intéresser à toutes sortes d'idées, même assez atypiques, parce que quand on a un peu de discernement, même dans des mouvements, même dans des idées qui sont des fois un peu loufoques ou un peu barrées, on peut trouver des choses qui sont vraiment pertinentes. Et quand on n'a pas un esprit sectaire, je dis souvent en plaisantant que je crains beaucoup plus le sectarisme que les sectes, parce que le sectarisme, malheureusement, est répandu partout. Les sectes restent, fort heureusement, des groupes minoritaires. Mais lorsqu'on n'a pas un esprit sectaire, on peut discuter avec des gens de toutes obédiences, de tout mouvement, et trouver un fond commun. Parce qu'on n'est pas animé par la peur et qu'on ne cherche pas absolument à diaboliser les autres ou à s'en protéger. C'est exactement ça. C'est tellement important que tu puisses partager ça parce que ça casse beaucoup de systèmes de croyances un peu que certaines personnes peuvent avoir dès qu'on aborde ce mot spiritualité en fait. Et ensuite, alors, quand tu… Moi, j'avais une plaisanterie parce que quand on vit une expérience comme ça, on se chope de toute façon, toutes sortes de suspicions et d'inquiétudes et de projections, etc. Donc, de temps en temps, les gens, sachant que je vivais dans une communauté, disaient « c'est pas une secte, ce truc, etc. » Alors, j'avais une réplique que j'aimais beaucoup. Je disais « ah non, moi, j'appartiens à aucune secte. Mon gourou me l'interdit. » D'accord. Il n'y a que l'humour pour désamorcer des choses comme ça. Voilà. Et justement, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un côté que j'aime beaucoup chez toi, c'est ce sens de l'humour. Parce que
quand l'humour est là, justement, il n'y a pas ce côté sérieux qui peut amener justement à des dérives d'avoir raison. En fait, le mental, lui, il est grave et sérieux, il rit pas, bon, et la conscience, elle rit. Hein, quand tu vois tu sais, les représentations des Bouddhas avec le gros ventre là, qui se bidonnent, là, qui rigolent en regardant le monde, pour moi, mon cheminement aussi m'a amené à voir qu'il y a beaucoup d'humour dans le chemin spirituel, je dirais dans le chemin de conscience même, hein, parce que c'est encore une petite nuance. Hein. Et j'ai toujours trouvé ça chez toi. J'ai toujours écouté avec plaisir, parce que même s'il y a beaucoup de choses que tu abordes avec un savoir certain, il y a toujours ce côté que tu es capable de rire ou de ne pas forcément te prendre au sérieux. Et ça, c'est une sacrée qualité, vraiment, que j'apprécie énormément. Donc, merci. Continue comme ça, Olivier, tu m'enchantes. Mais tu sais, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas d'humour chez les fanatiques. Non, Il n'y a pas d'humour dans les sectes, il n'y a pas d'humour dans les pays totalitaires, c'est-à-dire dans tout endroit où il y a une idéologie qui domine, l'humour est interdit, l'humour est très mal vu. Et à l'inverse, moi, sincèrement, les maîtres spirituels, les gens qui m'ont le plus inspiré dans ma vie, avaient un humour décapant. Maharaji, on peut revoir encore aujourd'hui des vidéos de lui tournées dans les années 70, mais c'est à en pleurer de rire, c'est à en tomber de sa chaise, comment il décrit le mode de vie de l'Américain moyen ou de l'Occidental, c'est tordant. Les soufis, les Tibétains, les Juifs ont un sens de l'humour absolument extraordinaire, de l'autodérision. Et pour moi, c'est toujours un très bon signe parce que c'est un signe d'une forme de liberté de pensée. On n'est pas enfermé dans quelque chose. Et des gens qui sont en plus capables d'être dans l'autodérision et qui ne se prennent pas au sérieux tout en apportant quelque chose d'extrêmement profond et sérieux, ça pour moi, c'est vraiment un gage de qualité. c'est exactement. Moi, je l'ai vécu avec Osho, le grand décrié Osho, Oui. qui pourtant, mais c'est rire, et cet humour et ces histoires, mais c'était extraordinaire. Hein. Ouais, je partage tout à fait. J'aime bien aller là où il y a de la légèreté et de l'humour. Ça me rassure, hein, en tout Oui, cas. puis alors tu sais ce qui est Ça me rigolo quand même, c'est qu'en français, et ça marche qu'en français cette histoire-là, mais le mot spirituel, on l'utilise aussi bien pour parler de quelqu'un qui a une vie spirituelle que pour quelqu'un qui a de l'humour. Et On c'est dit que vrai, c'est quelqu'un de hein. très spirituel pour dire qu'il fait de Oui. l'esprit, c'est-à-dire pour qu'il a de l'humour. Mais c'est vrai, j'avais pas fait le lien en fait. C'est Ouais. le même mot. Oui, oui, très bien. Ben, ça, je vais le garder, ça. Ok. Oui, alors, moi j'ai envie de savoir la suite. Alors, bah, la suite, c'est que après cette expérience communautaire, c'est le moment où moi je suis revenu dans mon Helvétie natale, ou plutôt dans la région autour de Genève. Et puis, j'ai retrouvé Jacques Maire des éditions Jouvence. Comme je disais, on avait fait nos débuts dans l'édition ensemble avec Chalère à la Fondation Soleil. Et j'ai passé à peu près 4 ans avec les éditions Jouvence entre 97 et 2001. Et ça a été l'occasion pour moi de combler un vide. C'est-à-dire, mon expérience en communauté a été passionnante d'un point de vue spirituel, mais j'ai ressenti un gros manque dans tout ce qui était relationnel. En fait, ce qui est terrible, c'est que dans les ashrams, dans les couvents, dans les monastères, dans tous les endroits où on vise à quelque chose de grand, de beau, de lumineux, souvent les gens n'ont aucun outil relationnel, aucun outil émotionnel. Et moralité, c'est des lieux d'une misère intérieure épouvantable parce que les gens sont dans le jugement de soi, donc dans le jugement de l'autre, dans la comparaison. Et voilà, moi, c'est quelque chose où je me suis dit, il y a des clés, il y a des outils qui nous manquent, que je n'ai pas reçus dans tout ce qui m'a été donné. Et Dieu sait si c'était riche. Et donc, arrivé chez Jouvence en 97, j'ai eu une soif d'aller chercher des auteurs qui offraient des belles clés avec ça. Et j'ai une chance folle. Écoute, le premier manuscrit qui m'arrive dans les mains, et quand je dis manuscrit, ça veut dire qu'il n'avait même pas été publié en anglais aux États-Unis, c'est le livre fondateur de la CNV, le livre de Marshall Rosenberg, qui est devenu en français les mots sont des fenêtres, entre parenthèses, ou des murs. Voilà. J'ai le manuscrit de ce livre-là, je vais avoir la chance de pouvoir le publier en français chez Jouvence et d'aller, par la même occasion, me former avec Marshall. L'année d'après, 98, c'est les 4 accords Toltec. Si ça, c'est pas un livre de développement de l'intelligence relationnelle, je sais pas ce que c'est. Moi, je dis c'est une chevalerie relationnelle, les accords Toltec.
Et donc, je vais en publier de nombreux auteurs. Je vais en lire d'autres, Colette Portelance, Isabelle Filiosa, plein d'autres. Je vais vraiment me dire, la spiritualité, si elle ne passe pas par la relation, elle sert à quoi? Si la spiritualité n'améliore pas ma relation à moi, n'améliore pas ma relation à mon conjoint, à mes enfants, à la nature, qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité qui est un truc complètement comme ça, désincarné, loin de tout? Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, et là on se rejoint totalement avec Aruna Lipschitz qui parle de développement relationnel, et c'est un terme que j'utilise comme Aruna. Voilà, pour moi, l'utilité première d'une vie spirituelle, c'est que ça doit transformer, illuminer, éclairer, enamourer nos relations. Et se voir, c'est-à-dire dans le rayonnement, dans ce que tu dégages. Parce qu'en fait, c'est ça, des fois, on lit quand même des choses qui sont très belles, ça nous fait vibrer. Et puis, parfois, quand on rencontre les personnes qui l'ont écrit, il y a un décalage énorme. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que je ne sais pas si toi, tu l'as vu, mais moi, je l'ai perçu, ça. Alors, est-ce qu'on peut parfois comprendre les choses, mais sans les vivre, justement? Oui, 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 d'ailleurs, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que moi, j'ai développé une habitude très jeune qui a été d'aller rencontrer les auteurs qui me plaisaient. J'avais 22 ans quand j'ai pris l'avion pour la première fois pour aller en Caroline du Nord, rencontrer Robert Monroe, qui avait écrit Journeys Out of the Body, les voyages hors du corps, qui est devenu un des livres de référence, parce que, OK, j'avais lu le livre, mais je voulais voir le bonhomme. Donc j'ai fait un stage là-bas d'une semaine. Et c'est quelque chose que j'ai fait ensuite constamment. Marshall Rosenberg, je vais me former avec lui. Miguel Ruiz, je pars au Mexique le rencontrer. Parce que la seule façon de s'assurer que l'homme ou la femme qui a écrit ce livre est aligné et cohérent, bah, c'est pratiquement de les rencontrer. Parce que effectivement, il y a des gens qui ont une grande facilité d'élocution, une grande facilité de compréhension, qui peuvent te faire demain une compilation sur n'importe quel sujet. Il y a d'ailleurs des éditeurs qui font appel à des rédacteurs et en leur demandant d'écrire des livres sur pratiquement n'importe quel sujet qui marche. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ont vécu le 1% ou même le 10% de ce sur quoi ils écrivent. Alors tu me diras, quand on a un peu du nez, et ça se développe avec les années, on sent des fois dès la première page si un texte est habité ou s'il ne l'est pas. Mais quand on est plus jeune, bah, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, il y a des beaux parleurs, il y a des gens qui ont une grande facilité, mais il n'y a pas la consistance, il n'y a pas il y a pas ce qui fait que ça vibre derrière et que la personne est elle-même un livre vivant. Oui, et puis que ça te fait vibrer toi-même. Parce que moi, c'est ça. Moi, en fait, c'est ça que tu provoques chez moi, en fait, Olivier. C'est que quand tu parles ou que je lis ce que tu écris, ça fait vibrer quelque chose. Et puis, il y en a d'autres qui font ça. Bon, Dom Miguel Ruiz, moi, ça m'a aussi, waouh, tu vois. Et je me dis, mais c'est intéressant parce que moi aussi, je m'intéresse beaucoup au vibratoire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette terre d'ailleurs que la vibration. C'est-à-dire que ce que tu dégages, tu l'attires. Et donc, quand tu dis, ben voilà, j'ai eu la chance, ce qui m'est arrivé, enfin, on a l'impression que tu as des doigts en or, quoi. Et que ces doigts en or, ils attirent l'or, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si tu dégages un truc, ça arrive à toi. Mais c'est ça, en fait. C'est ta soif. Moi, j'ai envie de dire, c'est ce rayonnement de soif d'aller plus loin qui t'a amené. Tu vas parler de hasard, de coïncidence, mais c'est quoi le hasard et la coïncidence? C'est toi qui l'as généré quelque part et tu t'es mis en situation que ça arrive. Et c'est ça que je trouve le message le plus grand sur cette terre, c'est que ce que nous sommes et ce que nous arrivons à cet enthousiasme dont on parle au début, si on l'ose le reconnaître, l'habiter, il va nous faire aller à un endroit qui va changer notre vie ou rencontrer quelqu'un qui va changer notre vie. Et ça donne l'impression, et ton parcours, que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui s'est passée, puis cette chose qui s'est passée, elle t'a amené plus loin encore. Et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Mais écoute, c'est possible, en tout cas, tu vois, là, ça continue. Ouais. Et justement, alors donc, tu disais, bon, Don Miguel Ruiz, c'est beaucoup plus tard. Alors, entre-temps, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été éditeur? Je ne me souviens plus exactement. Comment tu as vécu? Là, en fait, j'ai passé tout ça en revue, les années à la Fondation Soleil, les années dans la communauté. Puis après, c'est au moment où j'arrive chez Jouvence que, effectivement, je vais tomber, grâce à Maud Séjournant, je vais tomber sur Miguel Ruiz. Et puis le publier. Et l'année d'après, 99,
partir le rencontrer au Mexique. Wow. Et alors, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui s'est passé, que tu nous racontes dans les cercles de pardon, parce que je trouve que c'est vraiment une belle histoire, une belle expérience que tu as vécue avec Don Miguel et qui Non, t'a je ne vais fait peut-être pas la raconter en détail parce qu'elle figure dans 3 de mes livres. J'ai une petite vidéo sur YouTube de Alors, 12 juste minutes. rapidement, pour les personnes Voilà. qui ne connaissent pas et qui vont écouter là. Oui, alors en fait, je pars au Mexique avec l'idée de me dire, j'aimerais rencontrer cet homme-là parce que, sincèrement, les 4 accords Toltec, j'ai dit pendant des années que c'est un livre, en tant qu'éditeur, si on en trouve un comme ça tous les 20 ans, on peut s'estimer heureux, tu vois. C'est une perle, c'est quelque chose. C'est écrit dans une langue extrêmement simple parce que Miguel n'enseigne qu'en anglais, qui n'est pas sa langue maternelle. Mais cette simplicité qu'on aurait pu voir comme un défaut en disant il fait pas des phrases, il n'a pas un vocabulaire riche et fourni, etc., en fait, elle est au service de quelque chose de lumineux qu'on ressent dès les premières pages de son livre. Donc, j'avais vraiment envie de rencontrer cet homme-là. Et l'occasion m'en a été donnée l'année suivante. Et je pars là-bas avec quelques intentions. La première, rencontrer l'homme derrière le livre, voir s'il est cette espèce d'incarnation d'amour inconditionnel qui transparaît dans les 2 livres que j'ai traduits de lui au moment de partir, parce que j'ai aussi traduit la maîtrise de l'amour. La deuxième, c'est que j'étais à un moment de tournant dans ma vie en me disant, bon, faudrait que je passe à autre chose. Je ne vais pas continuer comme ça indéfiniment. Puis comme il parle de l'ange de la mort dans les accords Toltec, ben moi, j'ai prié cet ange-là que je ne connaissais pas avant en lui disant, écoute, voilà, je pars au Mexique. Si ça peut être une occasion de mort-renaissance, de redémarrer autre chose, moi, ça m'irait bien. Voilà. Et là encore, quand on demande, on est servi. Donc, effectivement, ce voyage, pour moi, a été une forme de mort-renaissance, un aller simple avec une transformation, dans le sens où, durant le temps qu'on a passé avec Miguel à Teotihuacan, la cité des pyramides à 60 km de Mexico, il m'a fait vivre une expérience de pardon qui a été, il y a eu un avant et un après, ça a été un changement absolument radical dans ma vie. Je venais pourtant d'une religion, le catholicisme, où le pardon est important, mais la façon dont il m'en a ouvert la porte, dont il m'y a fait accéder, n'avait juste rien à voir avec tout ce que je croyais connaître là-dessus. Et c'est cette expérience-là qui va, alors 10 ans plus tard quand même, hein, il y a un certain temps de maturation chez moi pour les choses, puisque j'ai attendu 2009 pour raconter ce qui s'était passé dans mon livre Le don du pardon, qui est aujourd'hui disponible en 8 ou 10 langues, je ne sais plus. Et puis ensuite, pour, à la demande des gens, animer d'abord des ateliers, puis ensuite des formations pour former des gens à animer des cercles de pardon. Puis ça a pris des proportions absolument incroyables, qui fait qu'en 10 ans, cette aventure a touché plus d'une quinzaine de pays dans le monde, que des cercles se sont créés partout. Enfin, ça a été quelque chose de vraiment assez vertigineux, assez incroyable. C'est vrai, je peux en témoigner, hein, parce que j'ai vraiment rencontré vraiment à ce moment-là. Et là, tu passes à autre chose, on va dire. Hein. Voilà, de nouveau, tu es de nouveau dans... Allez, ça y est, la vie te ramène dans un autre courant. Est-ce que tu sais déjà où ça t'amène ou est-ce que tu es dans la période où tu es en attente d'une inspiration ou de quelque chose qui t'anime encore plus que tout ce que tu as vécu? Alors non, je ne sais pas exactement, mais tu sais, un de mes livres s'appelle « Lâche ton trapèze et attrape le suivant ». Et c'est un livre dans lequel j'expose 9 métaphores qui sont toutes des métaphores du changement. Comment est-ce qu'on vit une transition d'un métier à un autre, d'un couple à un autre, d'une période de notre vie à une autre? On est souvent un peu handicapé là-dedans. On a souvent tendance à utiliser tout le temps la même stratégie, alors qu'il en existe plusieurs. Et voilà. Et donc le trapèze, moi j'aime bien cette image parce que il faut lâcher le premier, il faut accepter d'être dans le vide avec rien avant de pouvoir choper le deuxième. Voilà. Ce n'est pas une transition où je ne lâche pas celui-là tant que je ne tiens pas le suivant. Il y a ce saut de la foi à faire entre les deux.
accepter l'inconfort, accepter l'incertitude, accepter même les doutes qui peuvent venir là-dedans. Donc moi, j'ai lâché le trapèze du pardon le 31 octobre dernier, mais je n'ai pas voulu précipiter les choses et tout de suite faire d'autres choses. J'ai quelques idées, j'ai quelques pistes, peut-être qu'il n'en restera rien, j'en sais rien, mais je sens que voilà, ce n'est pas encore tout à fait mûr, il me faut encore un petit peu de temps. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la vie m'a de nouveau fait un joli cadeau, c'est-à-dire que depuis le premier confinement, je suis tombé sur les livres d'un astrologue californien et ça a été mais vraiment le coup de cœur, pour pas dire le coup d'âme. L'astrologie, je connais depuis plus de 30 ans, je m'y intéresse plus solidement, on va dire depuis une quinzaine d'années. Mais j'avais jamais trouvé vraiment la forme qui me parlait, qui me correspondait. Et là, tout d'un coup, je tombe sur un auteur où c'est exactement ce que je cherchais, ce qui fait que je viens de passer les 9 derniers mois à dévorer les uns après les autres ces 14 livres, à en manger aussi en webinaire, en audio, en conférence. Et donc ça, c'est le fil rouge de cette phase de transition de ma vie, parce que ce qui est rigolo, juste pour revenir au début et à Schaller, le premier livre que m'a fait traduire Tal Schaller s'appelait « Vivre en harmonie avec l'univers ». C'est le titre qu'il a donné en français au 3e tome des Évangiles esséniens de la paix. « Vivre en harmonie avec l'univers ». Et je trouve ça incroyable, c'est ma toute première traduction. Et en fait, ce titre fait écho vraiment à ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire à faire en sorte que ma vie soit alignée avec la vie, c'est-à-dire à être effectivement en harmonie avec les cycles grands, petits, moyens, etc. autour de nous. Et l'astrologie, pour ça, c'est vraiment la science des synchronicités, c'est-à-dire que bien utilisée, parce que malheureusement, il en existe toutes sortes de formes et de variantes plus ou moins sérieuses, mais bien utilisée, c'est une façon extraordinaire de connaître les cycles qui s'exercent sur nous, comme la météo nous enseigne le temps qu'il fait. Ben là, c'est la météo stellaire. Et je trouve que c'est un outil extrêmement précieux pour vivre aligné sur le plus grand que soi dans lequel s'inscrivent nos vies individuelles. Wow. Alors moi, c'est une grande synchronicité que tu parles de ça, parce que pour moi aussi, je me suis... l'astrologie, curieusement, moi, je m'en moquais. Évidemment, toutes les choses que je connaissais pas quand j'étais jeune, je tournais ça en dérision. Puis je suis tombée par hasard sur une astrologue qui m'a dit des choses qui ont définitivement changé le cours de ma vie. Et parce que la grande question, moi, qui m'amène l'astrologie, alors je ne sais pas quelle est la vision de cet homme dont tu parles, c'est où est le libre arbitre? Ah, ben bien sûr. Moi, mais ça, c'est mon truc depuis des années. Où est vraiment le côté de moi qui va créer autre chose? Est-ce que vraiment je suis la personne qui crée autre chose, ou est-ce que déjà, il y a déjà une énergie qui est venue à moi pour que je choisisse et que je crée ça? Tu vois, quelque part, et ça, c'est un très, très grand questionnement parce que l'ego, lui, aime bien dire qu'il a créé ceci, cela. Et justement, je trouve que les nouvelles approches de développement personnel, elles peuvent avoir aussi ce côté-là. Tu vois, de dire, oui, mais moi, voilà ce que je peux créer, mais voilà ce que je crée. Bon. Et quelque part, oui, on est des créateurs. Hein, mais est-ce que cette création, elle n'est pas déjà inspirée, tu vois, à notre insu, par cette fameuse partie plus grande que nous. Et ça m'intéresserait vraiment d'en savoir plus sur cette bah oui, de toute façon, dès qu'on parle d'astrologie, c'est tout de suite la grande question qui vient et c'est la grande peur, c'est de dire ah mais non, mais moi je peux pas accepter que tout soit écrit. Mais c'est pas ce qui est dit. L'astrologie n'a jamais dit ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit les astres influencent mais ne déterminent pas. Et c'est pour ça que j'aime bien prendre l'analogie avec la météo parce que c'est finalement exactement la même chose. T'imagines 10 bateaux qui sont prêts à prendre la mer pour faire Brest-New York à la voile, régate. Tous avoir le même temps. C'est-à-dire soit il y a un calme place, soit il y a un vent de force 4, soit il y a... Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ce vent-là ou de cette absence de vent? Comment est-ce qu'ils vont en tirer parti? Certains sont très bons skippers, ils vont tailler la route, ils vont gagner la régate. D'autres sont plus maladroits, ils risquent de déchirer une voile, un foc ou autre chose. D'autres risquent carrément de démater, voire de couler. Voilà.
Mais il y a des conditions extérieures, et puis ensuite, il y a ce que j'en fais. D'abord, quel bateau j'ai, quelle coque, quelle voilure, quelle expérience, etc. Donc l'astrologie, elle ne fait que me donner la météo. Depuis quand est-ce que la météo détermine qui je suis et ce que je fais? Ma vie va être une interaction entre la météo, le temps qu'il fait, et puis mes propres ressources intérieures. Eh bien, l'astrologie, enfin en tout cas un aspect de l'astrologie, notamment ce qu'on appelle les transits, me donne la météo de l'année, par exemple, qui va venir, et après, charge à moi de travailler avec les vents qui vont souffler sur ma vie, ou de pester, de vouloir aller contre, de vouloir m'opposer et de me casser le nez parce que j'ai affaire évidemment à des courants et à des forces qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus grands que moi. Donc pour moi, et j'en avais parlé, tu sais, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Lettres à ma prochaine incarnation. Oui. Il y a 14 lettres dedans. Et il y en a une qui traite cette question du libre arbitre. Et je parle des deux grands extrêmes qu'on entend beaucoup. D'un côté, le déterminisme absolu qu'on trouve dans certaines religions orientales, qu'on trouve même sous certaines formes du protestantisme. Tout est écrit à l'avance, puis tu es là pour venir vivre le rôle comme tu jouerais une pièce de théâtre et puis tu répètes tes lignes. Et puis de l'autre côté, on a une vision complètement contraire, puis alors qui se situe complètement à l'autre bout, c'est-à-dire en Californie, à l'Occident de l'Occident, et qui nous dit « je suis totalement libre, je suis le créateur de ma vie, c'est moi qui choisis tout ce qui m'arrive, etc. » Personnellement, je pense que les deux visions sont erronées. Ni on est absolument libre, il suffit de voir sa propre vie et celle de tous les gens autour de nous pour se rendre compte de toutes les contraintes qui s'exercent sur nous, à commencer par la génétique, le corps qu'on a, la famille dans laquelle on est né, la culture, le milieu, etc. Ni tout est écrit et déterminé d'avance. On a une part de liberté et cette part de liberté, elle s'inscrit dans un cadre et mieux on connaît ce cadre, mieux on va pouvoir l'utiliser et travailler avec. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'astrologie ne nie pas du tout, au contraire. Moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle l'astrologie évolutive, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on est, d'où on vient, avec quelles ressources on est venu cette fois, et puis qu'est-ce qu'on va en faire pour réaliser finalement le meilleur de nous, et puis à la fois s'épanouir individuellement, puis pouvoir offrir le meilleur de nous aux autres. Ouais. Comment utiliser ce qui nous arrive aussi. Ouais. Est-ce qu'on s'en détruit ou est-ce qu'on s'en construit? Vous parlez de Pierre Pradervant, le point commun entre nous et Pierre Pradervant, c'est quand même bien Roger McGowan, qui est en prison depuis tant d'années pour un crime qu'il n'a pas commis, en tout cas, c'est ce qui apparaît, et qui aurait pu vraiment s'en détruire de cette situation, et qui est tellement lumineux, qui est tellement, et qui crée tellement de changements là où il est. Et je me dis, mais waouh, c'est. Alors voilà, après, est-ce qu'il avait plus d'atouts en lui pour transmuter ça, pour le sublimer? Bon, ça, c'est un grand mystère, mais en attendant, on se rend compte avec lui et puis plein d'autres histoires que les faits extérieurs ne sont pas. On donne souvent l'excuse des faits extérieurs de notre vie, de ce qui nous est arrivé, etc. Mais en réalité, voilà, comment est-ce que je peux rebondir? Mais peut-être pas toute seule aussi, ou tout seul, mais en donnant la main. Moi, je dis souvent en donnant la main à la conscience, et en se laissant inspirer. Voilà. Bah, écoute, vraiment, je suis très contente je crois que le temps passe très vite. Je suis très contente de ce temps passé avec toi, Olivier, et je voudrais vraiment encourager les personnes à lire. Combien de livres exactement tu as publié? Je crois qu'il y en a eu. Écoute, je crois que j'en suis à 20 tout rond, sans compter les participations à 2 ou 3 ouvrages collectifs, mais individuellement, d'être une vingtaine. Les 3 derniers étant 3 livres d'enfants, c'est le rebondissement totalement inattendu de ma vie d'auteur. Ça encore, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu du tout, tu vois, mais un joli cadeau de la vie. Alors, j'aurais envie de poser une question, parce que c'est difficile de passer à côté dans cette époque, mais quel est ton regard sur ce qu'on vit en ce moment, justement, avec tout ce que tu nous as dit, et notamment la fin, là, sur l'astrologie? Quel est ton regard sur la situation quand même, on va dire, intense qu'on vit? Est-ce que c'est quelque chose qui te dit oh là là c'est terrible, ou au contraire de dire mais qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Enfin voilà, bon,
Alors, Juste écoute, pour les moi, personnes qui ont écouté, oui. une habitude, un pli que j'ai pris il y a, je ne sais pas, 20 ou 30 ans au moins, peut-être plus même, qui est de toujours envisager toute situation au moins sous deux angles différents. D'abord parce que regarde comment nous sommes faits, nous avons deux yeux, parce qu'il faut deux yeux pour voir en relief. Si on n'a qu'un seul œil, on perd toute la profondeur de champ. Il faut deux oreilles pour pouvoir entendre en stéréo, avec une seule, on ne peut pas. Et donc, j'aime bien dire que c'est important de ne pas être un cyclope de la pensée avec juste un œil unique sur le front, pensée unique, hypothèse unique, regard unique, compréhension unique des choses, parce que euh, aucune façon de voir les choses ne peut en englober toute la richesse et la diversité. Donc, de la même manière qu'en photographie, il faut au moins deux éclairages pour qu'on commence à voir un objet dans toutes ses nuances, et de la même manière que les sophistes avaient appris à faire ça dans la Grèce ancienne, j'aime toujours jongler avec au moins deux hypothèses contradictoires, voire davantage. Donc, la crise qu'on vit, d'ailleurs, on entend bien les deux sons de cloche, s'il n'y en a pas plusieurs. Il y a des gens pour qui, ça y est, c'est l'effondrement annoncé, la société va s'effondrer, tout va se casser la gueule, etc. Et puis, potentiellement, pour certains, ça y est, on va rentrer enfin dans une nouvelle ère, une nouvelle époque, un nouvel âge d'or, ça va être beau, ça va être merveilleux. Et puis, il y a des gens, on pourrait prendre Michel Houellebecq comme tenant de ça en disant probablement que les choses seront comme avant, voire juste un peu pire après. Donc, pour moi, il y a tout ça qui est là. Il y a ce qu'il y a d'évident, c'est qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'absolument inédit. Moi qui ai lu 1984 et Le meilleur des mondes quand j'étais au lycée, de pouvoir me retrouver en France en 2020-21 à vivre ce que nous vivons en ce moment, il y a quelque chose de complètement kafkaïen, absolument hallucinant. Je regarde avec l'un de mes fils les Harry Potter en ce moment et je pense à Stupéfix, là, cette espèce de stupéfaction générale qui fait que des mesures sont prises, des impacts ont lieu sur nos vies, nos possibilités de travail, etc. On en aurait parlé il y a 2 ans, personne n'y aurait cru. Ouais. Ça sort du registre même. Voilà. Qu'est-ce qui va sortir de ça? J'ai aucune certitude là. On parlait d'astrologie tout à l'heure. Ce que nous disent l'astrologie, pas au niveau individuel, mais au niveau mondial. D'abord, il y a beaucoup de choses de ce qui se sont passées en 2020 qui avaient été annoncées l'année d'avant. Regardez la vidéo de François Bartomov de février 2019, vous verrez. Et puis, on voit qu'on est rentré effectivement dans une phase de trouble et qui n'est pas terminée. C'est-à-dire que 2021 risque vraisemblablement d'être assez secoué, assez agité. Moi, mon intuition me le dit, beaucoup de facteurs le disent aussi. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ces bouleversements et de cette transformation? Ça dépendra de la somme d'individus, de consciences individuelles qui vont essayer d'œuvrer à tirer le meilleur de ça. Est-ce que ça va aller dans un sens ou dans l'autre? Moi, je ne suis pas prophète. J'aime bien les ouvrages de Philippe Guillemant qui ont été un peu popularisés par Jocelyn Morisson et Romuald Le Terrier. Comment ça s'appelle? Se souvenir du futur. Ah oui. Il y a une belle idée là-dedans, de se dire, en ce moment, on a deux futurs possibles qui s'affrontent. Mais je ne pense pas que l'issue, elle est forcément déterminée là, aujourd'hui, maintenant. Elle dépend de ce que chacun d'entre nous on fait au quotidien, de nos pensées, de nos intentions, à quoi nous portons de l'attention, qu'est-ce que nous nourrissons comme futur et comme possible. Et puis la somme de tout ça, on la découvrira, j'imagine, d'ici quelques mois, quelques années. Mais je me refuse aussi bien au catastrophisme absolu et au retour à Mad Max et à une vie où il n'y aura plus d'électricité, plus rien, et on va revenir à les sauvages, à la famine, etc., qu'à une vision complètement idéalisée d'un saut collectif de conscience qui se passerait comme ça et puis qui amènerait tout le monde à vivre autrement. J'essaye de garder mon idéalisme foncier, mais de l'adapter à la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui et de se dire que pour l'instant, rien n'est joué, rien n'est encore définitif ou certain. Ouais. Et tout est possible. Ouais. Écoute, j'ai passé un super moment avec toi, Olivier, et je pense que les personnes qui t'écouteront certainement vont être enrichies de tous ces partages. Moi, ça me donne, tu sais, ça me donne envie de relire tes livres.
Ah, mais Ah écoute, oui, c'est ah oui, oui, gentil. oui. Voilà. Et donc, ben, merci infiniment. Euh, Merci à toi, vraiment, d'abord parce que c'est toujours un plaisir de passer du temps ensemble, à défaut d'être dans le même lieu en même temps. ouais, Et puis, merci de me donner l'occasion comme ça d'échanger, de partager avec tous ceux et celles qui te suivent et qui t'écoutent. ouais, mais je me réjouis de voir la suite aussi. Je me réjouis, j'ai déjà de l'enthousiasme à l'intérieur de moi par rapport à ce que tu vas créer, parce que c'est pas là, mais on le perçoit déjà. Il y a déjà quelque chose qui est là, donc j'attends le futur de tout ce que tu D'accord. vas nous montrer. Bon, ben D'accord. c'était magnifique. Je te dis à très très bientôt, et puis peut-être justement à bientôt pour de nouvelles aventures. Mais ouais, ça serait chouette. Voilà. Ça serait chouette. Yes. Au Eh ben, tout revoir. le meilleur à toi et tout le meilleur à ceux et celles qui nous écoutent. Ouais, merci beaucoup.